Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Restez avec nous pour cette nouvelle émission consacrée au dernier film d'Andrzej Wajda, Katyn. Malheureusement peu distribué en France, le film d'Andrzej Wajda retrace la vie des victimes directes et indirectes de la barbarie communiste à la suite du pacte germano-soviétique de 1939. Prise dans un étau dépecé entre l'Allemagne et la Russie, la Pologne va être l'objet d'un crime de guerre incarné dans le charnier de Katyn, où des milliers de corps furent retrouvés pendant la guerre. Longtemps occulté, longtemps attribué à une autre barbarie, la barbarie nazie, cet acte impuni va être finalement avoué et reconnu le 13 avril 1990 par Mikhaïl Gorbatchev. Mikhaïl Gorbatchev qui remit d'ailleurs à l'occasion une partie des archives sur la question au général Jaruzelski. Pourtant, l'événement aurait pu faire l'objet d'une réhabilitation historique, aurait pu bénéficier d'une procédure même judiciaire spécifique dès après la guerre. Des intérêts politiques pendant le conflit et à l'occasion du procès de Nuremberg en décidèrent autrement. Par cette injustice, les victimes du régime communiste furent bien tuées une deuxième fois. L'excellent film de Wajda, vu par plus de 3 millions de Polonais, montre cette quête de la vérité au-delà des mensonges dans la période de chaos que fut la Deuxième Guerre mondiale. Certes académique, le film Katyn n'en reste pas moins poignant et constitue à la fois une réflexion sur le deuil et la mort, une réflexion sur l'absence et la perte des repères, une approche du devoir ou même parfois de l'insouciance dans un temps de peur et de mensonge. Surtout, au centre de ce long métrage bouleversant se trouve cette Pologne et son identité catholique assassinée par le totalitarisme soviétique pendant et après la guerre. Alors pour nous parler de ce drame de l'histoire, pour nous parler de Katyn, je suis heureux de recevoir au micro de Canal Académie Alexandra Viato. Alexandra Viato, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous présente à nos auditeurs. Vous êtes docteur en lettres russes et polonaises à l'université de Paris 4 Sorbonne. Vous avez été diplômé. Vous êtes également diplômé de 3e cycle sur l'URSS et l'Europe orientale à la Fondation nationale des sciences politiques. Vous avez enseigné à l'Institut français de presse, à l'université Paris de Panthéon-Assas, et vous êtes aujourd'hui conseiller scientifique du Centre de géopolitique à Paris. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur la Pologne. Vous avez été reçu d'ailleurs à Canal Académie pour l'un d'entre eux. Staline assassine la Pologne, un ouvrage paru au Seuil en 1999. L'insurrection de Varsovie, la bataille de l'été 44, une parution aux éditions des presses universitaires de Paris-Sorbonne, sortie en 2003. Vous avez également écrit La société infantile, paru chez Aura Decima en 2007, et vous venez de publier un nouvel ouvrage chez André Versailles éditeur, Katyn, crime de guerre contre l'armée polonaise. Or, vous avez déjà publié en 1982, réédité en 1989, Katyn, l'armée polonaise assassinée. Cet ouvrage se situe dans la lignée de l'ouvrage que vous venez de publier, puisque il s'agit ni plus ni moins du prolongement d'une réflexion déjà entreprise au début des années 80, et depuis les années 80, ma foi, l'historiographie, les archives se sont ouvertes et l'historiographie a évolué. Oui, tout à fait. Alors, en quelque sorte, le troisième, celui qui paraît aujourd'hui, c'est l'épanouissement, puisque le premier, en 82, c'était une époque où une très importante et puissante propagande pro-soviétique essayait d'affirmer encore qu'il s'agissait d'un crime nazi. En 1989, donc comme vous voyez, 1 an avant l'aveu de Gorbatchev, je savais, quand je publiais cette deuxième édition, que l'aveu ne saurait tarder, mais pour ne pas déranger le processus d'une manière ou d'une autre, il ne fallait pas l'annoncer encore. Et donc la deuxième édition a paru sur cette perspective, mais sans oser le dire, pour ne pas stopper un processus délicat.
Et enfin, cette troisième ouvrage sur Katyn, puisque ce n'est plus une réédition, mais c'est un troisième ouvrage, eh bien, je peux faire le point sur tout ce que l'on sait, sur tout ce que l'on savait déjà depuis 1940, d'ailleurs, j'insiste sur ce point, et cette fois-ci, tout est dit. D'ailleurs, le titre définitif sera Katyn, la vérité sur le crime de guerre. Parce qu'effectivement, j'ai eu en prépublication voilà, l'ouvrage. C'est ça. Voilà. Donc, tout sera dit cette fois-ci. Mais je signale encore que 116 volumes de documents sont bloqués à Moscou sous le sceau de secret d'État décrété par la présidence. Et donc, nous pouvons encore espérer un troisième président qui aura ce courage viril de dévoiler jusqu'au bout les archives. Mais on sait, la réalité, la vérité, on la sait. Et je voudrais là, si vous me permettez, faire une mise au point. On voit souvent, notamment dans la presse, que on découvre qu'on ne savait rien et qu'on découvre soudain et qu'en 90, il y a eu cette illumination qu'il s'agissait d'un crime soviétique. Non, pas du tout. Cela, on le savait depuis 40. Puis en 1943, dans un document dans les archives classées, donc qui se sont ouvertes en 1995 en Angleterre, en Grande-Bretagne, on trouve ce document. Je le cite, « Il est évidemment très malheureux que nous luttions pour des objectifs éthiques et qu'en même temps nous nous apprêtions à mener une action commune avec des criminels de guerre soviétiques coupables de Katyn. » Donc tout le monde savait, personne ne disait rien parce que pendant la guerre, on ne voulait pas risquer une paix séparée de Staline avec Hitler. Après la guerre, on a fait entrer l'Union soviétique aux Nations unies et donc il ne fallait pas non plus déranger. Puis ensuite, les relations internationales, etc. etc. Alors, je me permets de vous couper parce que je ne voudrais pas qu'on entame complètement l'émission sur tous les sujets. Et je voudrais reprendre précisément l'évolution. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si votre ouvrage commence par ce chapitre 1943, une tragédie inopportune. Et c'est l'année, en fait, de la découverte des charniers. Même le crime a eu lieu, il a eu lieu en 1940, on va y revenir, mais en 1943, on en parle. Et d'ailleurs, dans le film de Vajda, on le voit bien, on voit à la fois les Allemands qui énumèrent dans des haut-parleurs, dans les rues de Varsovie, les noms des tués de Katyn, qui montrent à une épouse de général que son mari a été assassiné à Katyn, et donc elle sort bien évidemment bouleversée. Mais d'un autre côté, on le voit également dans le film, cette tragédie va être ensuite exploitée et retournée par les soviétiques. Donc réfléchir sur Katyn, c'est d'abord réfléchir sur un contexte. Que se passe-t-il en 1943 et quelle est l'influence de ce contexte sur cette tragédie de Katyn ? Alors, vous avez tout à fait raison de dire que le contexte de 1943 est important. Et nous sommes après Stalingrad. Et les Allemands ont besoin de casser l'unité des Alliés, de faire quelque chose. En 1939, ils étaient alliés aux Soviétiques. Ils ont eu des contacts pendant tout l'hiver 39-40 pour s'entendre. C'était des rencontres régulières entre Gestapo et NKVD pour échanger les méthodes d'extermination de tous les combattants de l'armée polonaise, des résistants polonais, aux deux occupants à la fois. Donc les Allemands, même s'ils ne connaissent pas le lieu de Katyn, savent qu'il y a eu des massacres de militaires polonais quelque part. Et ils trouvent que l'occasion est opportune pour le dévoiler au monde. Donc ça, c'est la partie propagande allemande. Mais, pour une fois, cette propagande joue sur du velours puisqu'ils ont affaire à la vérité, à la réalité. Donc une fois ils découvrent les charniers, ils commencent les exhumations, ils invitent plusieurs commissions et le film qu'ils tournent à cette occasion est extrêmement important parce que c'est la découverte des fosses primaires, c'est-à-dire telles qu'on les découvre et donc on le voit dans le film. On le voit dans le film, c'est ce qu'ils projettent. Alors ils le projettent en voulant faire de la propagande, mais ils se fondent sur la vérité la plus stricte. Donc ils montrent une information capitale. Les soviétiques ripostent de manière complètement, je dirais presque
idiotes, parce qu'ils disent que les Allemands, les criminels allemands ont oublié qu'à Katyn, à cet endroit, il y a des fouilles archéologiques. Bon. Et ils confondent des cadavres d'officiers polonais avec des fouilles archéologiques. Donc, dans l'état actuel, ou que nous savons médico-légal, ça paraît complètement idiot. À l'époque, la science n'était pas assez avancée. Mais les explications de Staline sont terriblement vaseuses, terriblement agressives et ne convainquent personne. En réalité, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que Staline n'arrive à convaincre personne. Tout le monde sait très bien qu'il s'agit là d'un crime soviétique. Mais encore une fois, comme je vous disais, Churchill dit aux Polonais, écoutez, on ne ressuscitera pas ces gens. Et là, nous devons combattre les Allemands. C'est la priorité. Mais alors, comment réagit, parce qu'il y a un gouvernement polonais en exil, ce gouvernement polonais est à Londres, comment réagit ce gouvernement polonais ? Ils réagissent très raisonnablement, c'est-à-dire ils demandent une enquête de la Croix-Rouge internationale. Donc il y a des commissions d'enquête qui sont mises sur pied. Attendez, il s'adresse à la Croix-Rouge internationale à Genève et lui demande d'envoyer une des enquêteurs pour voir qui a commis le crime à Katyn. Et Staline en profite pour rompre les relations avec le gouvernement polonais en exil à Londres. Ce qui l'arrange. Ce qui l'arrange énormément puisqu'il a déjà formé le futur gouvernement communiste. Donc, en quelque sorte, les Allemands rendent encore une fois service à Staline, puisque Staline en profite pour rompre les relations avec le gouvernement de Londres. À l'époque, Sikorski meurt dans un accident qui aujourd'hui est à coup sûr considéré comme un attentat. Lui qui était assez enclin à discuter avec Staline, là, il dit non, là, il faut demander des comptes, on ne peut pas tolérer cet état de choses. Et donc, finalement, le mensonge sur le crime profite à Staline au lieu de l'accabler pour ce crime de guerre et contre l'humanité et qui a été commis sur son ordre. Alors, c'est là, je suis sûre que vous allez me poser la question, comment on sait que c'est sur son ordre ? Alors, avant de venir peut-être sur l'ordre, les commissions sont très importantes. Alors, sans revenir sur le détail, parce qu'il y a 4 commissions, hein, si mes souvenirs sont bons, il y a 4 commissions. Alors, il y a une commission russe, une commission de la Croix-Rouge. Sans revenir sur le détail, est-ce qu'on peut dire qu'en 1943, donc à la fin de l'année 1943, les commissions ont remis leur rapport et que l'on peut retracer l'histoire du massacre de Katyn et au-delà des Polonais, des officiers polonais, mais il n'y avait pas que des officiers, il y avait également des intellectuels, des hommes d'élite de la nation polonaise qui ont été tués en d'autres endroits. Là, on se focalise sur Katyn et Katyn devient un peu le symbole, puisqu'à Katyn, il y aura 4400, à quelques dizaines près, officiers exhumés. Exhumés. Il y en a à peu près 5000. On a laissé dans l'état, c'est-à-dire la dernière commission, a laissé en l'état une fosse en espérant qu'après la guerre, une commission internationale pourra y venir. Ce qui ne s'est pas produit puisque les soviétiques ont interdit toute autre commission et ils ont bouclé le terrain qui n'a été accessible qu'en 90, à partir de 90, après l'aveu. Alors, donc, fin 43, nous savons. Est-ce que vous pourriez, Alexandra Viato, nous présenter ce qu'il s'est passé en 1940 ? Mais au-delà de ce qui s'est passé, c'est très important, et c'est votre chapitre d'ailleurs qui suit l'année 43, vous revenez à l'année 1920 et vous rappelez très opportunément que dans l'histoire de la Russie et de la Russie soviétique, par 2 fois l'Union soviétique a été battue, par l'Afghanistan, c'est récent, mais également par la Pologne en 1921. Tout à fait. Et en quelque sorte, Katyn apparaît comme une conséquence de cette défaite militaire soviétique. Tout à fait. Madame Carrère-Dancos, qui a été mon directeur de thèse, lorsqu'elle a accepté mon invitation au colloque à la Sorbonne, celui qui a paru, donc, dont les actes ont paru aux presses universitaires de Paris-Sorbonne, elle m'a dit qu'elle avait été surprise à l'étude de voir à quel point Staline non seulement haïssait les Polonais pour leur victoire de 1920, mais à quel point
il en avait peur. Staline avait une peur panique des Polonais qui avaient battu la puissante armée bolchevique en 1920. Et donc, il était décidé à occuper la Pologne en marchant sur Berlin. Mais il savait qu'il ne réussirait jamais, que la résistance polonaise, que l'armée polonaise, la résistance polonaise, ne lui permettrait jamais d'occuper la Pologne après la guerre. Donc il fallait tuer au cœur. Il fallait la tuer au cœur. C'est pour ça que son ordre du 5 mars 40 exige que l'on assassine 25 700 officiers et résistants polonais, civils ou militaires, à l'occupant nazi. Voilà, donc il y aura 25 700, en fait 5 000 à Katyn, mais en tout, l'ordre concerne 25 700. Il y a d'autres charniers qu'on a découverts donc après l'aveu de Moscou. Et il y a en tout, je ne sais pas pourquoi on donne parfois le chiffre de 20 000 ou 22 000, non, il y a eu 25 700 officiers et responsables de la résistance polonaise qui ont été assassinés à Katyn, à Kharkov, à Tver, anciennement Kalinin, et dans les prisons d'Ukraine et de Biélorussie occidentale, c'est-à-dire à l'époque en Pologne même, puisque la Biélorussie occidentale et l'Ukraine occidentale, j'en suis ravie qu'elles soient indépendantes aujourd'hui, mais donc à l'époque, c'était des provinces orientales de la Pologne, de l'État polonais. Alors, si vous le voulez bien, que s'est-il passé à Katyn en 1940 ? C'est ce que nous allons voir, Alexandra Viato, après cette toute première pause. Nous nous retrouvons dans un instant. Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée au film de Vajda, Katyn. Nous relatons tout simplement ce qu'il s'est passé, le débat autour de Katyn de 1940 jusqu'à nos jours. Alors, je reçois Alexandra Viato, spécialiste de l'Europe de l'Est, spécialiste de la Pologne, qui vient de publier chez André Versailles, éditeur, un livre donc sur Katyn. Alexandra Viato, nous avons laissé nos auditeurs sur l'année 1943. L'année 1943 est vraiment une année importante puisque 3 commissions internationales se penchent sur la question de Katyn. Une première commission internationale avec des représentants des instituts de médecine légale qui viennent de 12 pays, présidée par un Suisse, foncièrement d'ailleurs anti-allemand, anti-nazi. Une deuxième commission qui pour le coup est une commission allemande scientifique, mais même si elle est allemande, elle est dans une démarche neutre, scientifique. Enfin, il y a une troisième commission qui est une commission technique de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge polonaise, qui enquête également. Et enfin, il y a une quatrième commission, mais elle qui viendra plus tard. Et en quelque sorte, c'est la commission russe, mais si elle vient plus tard, c'est parce qu'il y a une raison, parce qu'elle agit entre le rapport de la dernière commission polonaise et son action. Et elle fait, si vous me permettez l'expression, un certain nettoyage. Absolument, et c'est donc dans la commission technique polonaise de la Croix-Rouge polonaise, il y a des membres de la résistance, et c'est ainsi, comme je vous disais tout à l'heure, que Londres est informé dès 1943 parfaitement sur ce qui se passe à Katyn. Et puis, le front avance, l'armée rouge avance, et en automne 1943, elle prend la région de Katyn, les autres commissions donc s'en vont, en laissant, comme je vous l'ai dit, une tombe en espérant qu'une autre commission internationale pourra faire le travail. Et c'est ça que veut empêcher la commission soviétique. Donc ils arrivent en automne 1943, ils nettoient d'abord le terrain des vivants, c'est-à-dire les habitants, les témoins gênants, tout cela disparaissent de la circulation ou alors, sous pression, acceptent de faire de faux témoignages. Et en fait, ce qui est dramatique, c'est que la commission est chargée de procéder à une profanation officielle de sépulture. On retire des tombes où ils ont été ensevelis en terre chrétienne consacrée, tous ces gens, et on coupe les têtes qu'on sépare des corps et on jette d'un côté les têtes, de l'autre côté les corps, on disperse le tout pour que jamais plus aucune commission ne puisse venir travailler sur le terrain. C'est pourquoi en 1992, il y aura de nouvelles exhumations à Katyn, car des avions d'observation, y compris de l'armée soviétique, avaient noté que la configuration du terrain était bizarrement faite et ils se demandaient si même
plus tard, il n'y avait pas eu de déménagement des cadavres des corps polonais. Donc, il y aura une autre exhumation qui apprendra d'ailleurs de nouvelles choses sur la manière dont s'est passé le massacre. Ce que j'ai découvert en faisant ma recherche, c'est qu'à partir de 1940 et 43, surtout à partir de 43, pratiquement tout est dit. Tout est dit, et lorsqu'on lit les rapports de toutes ces commissions, eh bien, on a exactement confirmé ensuite en 92-93, on a exactement le récit scientifique de ce qui s'est passé en 1940. Donc, Alexandra Viato, que s'est-il passé après l'ordre de Staline en mars 1940 sur ces 25 700 officiers et intellectuels polonais? Alors, il y avait 3 camps du NKVD, je précise du NKVD, où l'armée rouge avait dû remettre aux mains du NKVD, c'est-à-dire l'équivalent de la Gestapo allemande, les prisonniers de guerre polonais, les officiers polonais. Et on a décidé donc d'organiser ce qui s'appelle joliment dans le langage de la propagande soviétique, le désengorgement des camps. C'est-à-dire, ça c'est encore un autre problème, c'est le déminage des archives soviétiques, comme on a appelé mon travail à une certaine époque, c'est-à-dire de voir si le vocabulaire correspond à la réalité, et il ne correspond pas toujours. Et donc, il y a des troïkas du NKVD qui sont chargés de dresser les listes quotidiennement, tous les jours, d'officiers qui vont partir vers Katyń, vers Kharkov, vers Tver, de ces 3 camps, où ils vont être massacrés tous les jours, comme disait un de ces témoins bourreaux du NKVD en 1995, ont travaillé, ont tué 250 officiers par jour, tous les jours, même le 1er mai. Voilà. Et donc, tous les jours. Et dans le film de Wajda, vous avez été vous-même frappé par la précision avec laquelle il montre ces massacres. Eh bien, cette précision, elle est acquise justement grâce à ces témoignages de bourreaux, de témoins, sur la manière dont se sont passés les massacres, tant à Katyń que dans les autres endroits, les autres charniers, et dans les prisons, dans les caves des prisons. C'est donc cette précision vient des témoignages, des récits très précis qui ont été faits par les bourreaux encore survivants à l'époque. Donc, j'allais dire, ce que montre le film de Wajda, c'est systématiquement on déplaçait d'abord les prisonniers en trains à bestiaux. Ils étaient ensuite amenés sur une zone par des petits fourgons. Ils étaient descendus de ces fourgons et systématiquement on leur tirait une balle dans la tête. Ils descendaient du train, ils entraient sans mettre pied à terre presque le plus souvent, directement dans ces camions qu'on appelait les corbeaux, parce qu'ils étaient entièrement noirs avec les vitres noires. Oui. Donc ils étaient fichus dans ces fourgons, dans ces corbeaux, et amenés effectivement, comme vous dites, au lieu même du supplice. Alors certains, cela on le savait déjà depuis la constatation des commissions de 1943, étaient abattus au bord des fosses. Et ils étaient, ou alors carrément dans les fosses, mais en général au bord des fosses, et ils étaient jetés, parfois encore vivants. On le voit dans le film de Wajda, que certains, et immédiatement une pelleteuse mécanique. Et comme le disait un témoin, il y en avait tellement que Moscou nous a livré une pelleteuse mécanique. Ça aussi, c'est un élément que Wajda a puisé dans le témoignage. Et donc la pelleteuse mécanique recouvrait les fosses avec les gens morts, blessés, ou vivants, et ensuite on venait planter des conifères à cet endroit. Ça, c'est à Katyń. Par ailleurs, il y avait aussi ceux que l'on abattait dans une sorte de cave, que l'on abattait dans une cave, l'un après l'autre. Donc ils étaient là, c'était dégoulinant de sang, comme disait un des témoins, je ne voulais même pas aller voir ce qui s'y passait.
les moscovites, puisque c'était des gens de Moscou qui commettaient ces meurtres, quand leur travail a été fini, ils ont offert un banquet auquel je ne suis pas allée, disait ce témoin. Et donc là, Blochin, notamment, puisqu'on connaît même les noms des coupables, mettait un tablier en cuir comme un boucher. Et donc il abattait l'un après l'autre. Et ce que Wajda ne montre pas dans son film, et dont quelques témoignages font état, c'est que certains des officiers polonais ont combattu. C'est-à-dire, ils se sont... révoltés. Ils ont réussi à combattre les... Bon, ils ont fini par être tués, eux aussi, mais en tout cas, ils ont tué quelques bourreaux du NKVD en combattant donc pour vendre chèrement leur vie. Il semble que quelques-uns, rares, 1, 2, 3, aient réussi à s'enfuir puisque des témoins ont entendu le NKVD lâcher les chiens pour les chercher. Non, on ne sait pas s'ils ont été retrouvés ou pas. Certains ont dit qu'il y a eu des survivants, mais on n'en a jamais vu officiellement. Dans les rapports du NKVD, en tout cas, il est spécifié, on voit dans les rapports que l'opération, malgré la difficulté de l'opération a été accomplie entièrement et sur tous les officiers qui ont été liquidés. Du côté russe, vous présentez certains personnages qui ont tout de même une émotion et qui vous présentez à un moment un personnage qui, je pense, c'est le même personnage qui donne le témoignage des 250 morts par jour. Il voit un de ses collègues se tirer une balle dans la tête parce que c'est l'horreur à l'état pur. Il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Et là aussi, donc, il y a une ambiguïté que nos collègues russes de Mémorial ont soulevé également. C'est que ce témoin, donc, que nous citions tous les deux, dit que ça a dû être tellement terrible que celui-là a commis un suicide, celui-là s'est tiré une balle dans la tête, l'autre, est mort. Et finalement, les questions est-ce que le nettoyage n'a pas concerné ensuite également le trop-plein de témoins gênants. Donc, est-ce que finalement, cette vague de suicides a été de la part de gens qui n'avaient pas une sensibilité particulièrement aiguë? Et est-ce que ce n'était pas aussi un nettoyage de témoins survivants qui ne paraissait pas trop sûr? Alors, c'est un drame qui est isolé parce qu'on parle toujours de la forêt de Katyn. On est vraiment à l'écart de village. On est près de Smolensk, c'est bien cela. Et est-ce que les habitants de Smolensk ont vu des choses Oui, ceux des environs de Katyn, ceux du village de Gniezdovo, qui est le village à côté de Katyn, ont témoigné. D'ailleurs, dans un film que Wajda et Wojcinski ont tourné, c'est un documentaire, je pense en 90, en 90, où ils ont emmené des familles d'officiers assassinés sur place, où ils ont rencontré justement des survivants, des villageois, ou bien les descendants des villageois. Et ils ont été frappés, donc Wajda a été frappé par la terreur, malgré l'aveu soviétique, mais la terreur qu'inspirait encore ce lieu aux villageois voisins de Katyn. Parce que pendant des décennies, il fallait plutôt on évitait l'endroit et il ne fallait surtout pas parler de Katyn si on voulait survivre. Donc, c'est les villageois, mais ils avaient témoigné. Ils avaient témoigné aux commissions de 1943 de manière assez précise pour certains d'entre eux, sur l'arrivée des officiers polonais, surtout sur la présence pendant de longues semaines, pendant tout ce temps-là, tout le temps qu'a duré le massacre, sur les coups de feu qu'on entendait, sur les fosses que l'on creusait, sur toutes ces choses qu'ils entendaient sans les voir, mais qui était effrayante, aussi bien en 1943 que pendant toutes les années qui ont suivi, jusqu'en 90, et même
plus tard. Alors justement, Alexandra Viato, nous allons voir plus précisément ce qu'il va se passer pendant toutes ces années, autant à Nuremberg qu'au moment du fameux 20e congrès du Parti communiste, avec les déclarations de Khrouchtchev sur Staline. C'est ce que je vous propose de découvrir dans un instant. Restez à l'écoute de Canal Académie, nous nous retrouvons tout de suite. Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à Katyn. Je reçois au micro d'un jour dans l'histoire Alexandra Viato, qui est docteur en lettres russes et polonaise. Vous avez travaillé sous la direction d'Hélène Carrère d'Ancos, avec qui d'ailleurs vous avez organisé visiblement un colloque, c'est bien cela ? Non, je n'ai pas organisé avec Hélène Carrère d'Ancos, mais elle a accepté de venir présider un de mes panels. Donc, elle était présente. Je pense que c'était une présence importante. Alors, vous venez de publier chez André Versailles, éditeur, un ouvrage consacré à Katyn. Nous avons évoqué dans la première partie et la deuxième partie de cette émission le massacre en lui-même. Venons-en au travail de mémoire, à l'oubli, parce qu'il y aura un oubli. Et il y aura aussi et surtout un mensonge. Et ce mensonge, ma foi, c'est un mensonge politique puisqu'il va commencer au moment où devrait précisément éclater la vérité, c'est au procès de Nuremberg. Et au procès de Nuremberg, Katyn semble étrangement écartée. Que se passe-t-il à Nuremberg et qu'est-ce qu'on entend sur ce drame de Katyn ? Eh bien, en quelque sorte, Nuremberg, le procès de Nuremberg rend un jugement sur Katyn, sur la culpabilité soviétique à Katyn, sans nommer l'Union soviétique et sans introduire Katyn dans le verdict. Mais tout simplement, le procès de Nuremberg innocente les Allemands que les Soviétiques tiennent absolument à accuser. Et donc les Soviétiques, vous savez, c'est le paradoxe de l'histoire, les Soviétiques tiennent mordicus à introduire dans l'acte d'accusation l'accusation du massacre de Katyn. Il y a même un procureur soviétique, un des assistants du procureur général soviétique, qui leur déconseille fermement de le faire. C'est Nikolai Zoria, meurt d'une balle dans la tête en pleine nuit dans son lit, suicidé bien entendu, et dont le fils, Yuri Zoria, un des responsables du GRU, du service de renseignement militaire, en 90, me donnera des documents absolument essentiels sur la culpabilité soviétique. Donc, il me les fera parvenir ici à Paris. Alors, à Nuremberg, donc, les Soviétiques tiennent absolument. Ils organisent même ce qu'on appelle une commission du Politburo, qui est ahurissante, parce que là, pratiquement, ils se partagent la tâche entre organisateurs du massacre de Katyn. Donc les responsables qui ont organisé les massacres de Katyn, Tver, Kalinin, ils sont là, encore une fois, au moment du procès de Nuremberg, chargés par Staline de monter des pièces accusant les Allemands. Et c'est tellement inconsistant que les juges du procès de Nuremberg innocentent les Allemands. Le commandant allemand, qui est mis en cause nommément, bien qu'avec une erreur sur son nom, par les Soviétiques, se présente librement, puisqu'il n'est pas accusé, il ne fait pas partie des criminels de guerre nazis, il se présente spontanément à Nuremberg pour démontrer, comme 2 fois 2 font 4, qu'il n'y était pas, que sa compagnie n'y était pas, et qu'ils ne sont absolument pour rien dans le massacre de Katyn. Et donc, le procès de Nuremberg se termine sur la déclaration que les Allemands sont innocents de Katyn. Or, il n'y a que deux coupables potentiels. C'est ou les Allemands ou les Soviétiques. Et donc, les Soviétiques sont automatiquement désignés comme coupables, bien que la politique internationale de l'après-guerre incite les juges de Nuremberg et les politiciens à faire acte de prudence et donc à ne pas affirmer la culpabilité soviétique, mais pour tous les gens intelligents, la culpabilité soviétique est ainsi démontrée. Et ce qui est important, et alors l'essentiel, et c'est ça qui gêne Moscou jusqu'aujourd'hui, c'est que ce sont les Soviétiques eux-mêmes, c'est Moscou, qui a introduit Katyn
dans la catégorie des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Et donc, en a fait un crime imprescriptible jusqu'aujourd'hui. Alors justement, vous anticipez ma question, puisque coupable de quoi? Est-ce que l'on peut, donc on parle de crimes de guerre, mais est-ce qu'on peut parler de crimes contre l'humanité, mais également de génocide? Oui, en quelque sorte, oui. Bon, crime de guerre, ça ne fait plus aucun doute. Même si, et je le signale, Moscou aujourd'hui... Alors, on ne l'a pas dit, mais Moscou n'avait pas signé la Convention de Genève. Mais elle a signé la Convention de La Haye. Voilà. Elle a signé la Convention de La Haye où, je cite, « L'Union soviétique considère obligatoire pour soi les règles de la guerre qui sont exposées dans la 4e Convention de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, sous condition obligatoire que les règles submentionnées soient observées et dans la guerre par l'Allemagne et ses alliés. » Donc, la Russie a signé la Convention de La Haye que Moscou revendique en 1941, au moment où elle est attaquée par l'Allemagne. Et donc, elle affirme que l'Union soviétique est dans la continuité de la Russie. Ce qui établit aussi un fait intéressant, c'est que juridiquement, la Russie est dans la continuité de l'Union soviétique et de la Russie d'avant l'Union soviétique, et donc elle est toujours légalement responsable pour le crime de guerre de Katyń. Vous m'avez posé la question, est-ce qu'on peut parler de crime contre l'humanité et génocide ? Eh bien, je me reporte là à la Convention, donc il y a eu une grande discussion, et l'ONU, en 1948-49, a décidé que le génocide s'applique également au pays qui a, je cite, « violé les lois ou coutumes de la guerre à l'égard de ressortissants alliés », ce qui est le cas dans le cas de Katyń, qui a, je cite, « prémédité, préparé et déchaîné une agression », ce qui est également le cas pour le 17 septembre, a prémédité, préparé et déchaîné l'agression contre la Pologne. Pays qui a, je cite, commis avant et pendant la guerre contre des combattants alliés et de populations civiles, c'est-à-dire, je cite, des actes tels que le meurtre, l'extermination, l'asservissement, la déportation et autres actes inhumains ou des persécutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses. Bon, en l'occurrence, il s'agit de raisons politiques, mais nous n'avons pas parlé de ce qui accompagnait le crime de Katyń et des autres lieux de supplice et de charniers, c'est la déportation des familles, des officiers et de 1 692 000 civils polonais, femmes, enfants et vieillards, dans cette optique de destruction de la nation polonaise sur les territoires de la Pologne orientale que Staline était décidé à s'approprier en vertu du pacte Ribbentrop-Molotov, mais dont il était absolument décidé à poursuivre l'application après la victoire sur l'Allemagne. Et donc, effectivement, selon ces définitions, donc il ne s'agit évidemment pas de crime racial, mais selon ces définitions, il s'agit bel et bien de crimes contre l'humanité et génocide. Alors, pour ce qui est intéressant, c'est que en prévoyant cela, au moment de la discussion sur la Convention sur le génocide, l'Union soviétique a insisté, a combattu, mais sans succès, puisque la proposition a été rejetée par l'ONU. Moscou voulait que la Convention sur le génocide établit que le crime de génocide est organiquement lié au fascisme, au nazisme et aux théories raciales. Et alors, l'ONU publie ceci, qu'on refuse cette réduction du génocide, donc je cite l'ONU, on refuse cette réduction du génocide qui l'aurait limité à l'Holocauste des Juifs et à l'extermination des Tziganes nazis par l'Allemagne nazie ou à des crimes politiques du fascisme et du nazisme, excluant d'avance le jugement et la condamnation des crimes communistes. Donc l'ONU n'a pas suivi du tout cette exigence de l'Union soviétique et or, la puissance de la propagande soviétique, y compris en Occident, a fait que pendant des décennies, on s'est comporté comme si l'ONU avait accepté cela. Or, le chapitre reste ouvert. On fait un bond dans le temps, si vous voulez bien, Alexandra Viato.
Et on arrive à l'année 56. J'ai réalisé une émission sur cette fameuse année 56 avec Hélène Carrère d'Ancos. Donc en 56, Khrouchtchev dénonce les crimes de Staline. Est-ce que les soviétiques enfin allaient avouer la chose? Non, pas du tout. Khrouchtchev y pense, mais sans enthousiasme particulier, parce que, comme le rappelait récemment Stéphane Courtois, parce que nous le savons depuis très longtemps, Khrouchtchev lui-même était non seulement au courant de Katyń, mais coupable de certains décrets sur la déportation des civils. Et notamment, vous avez vu, selon un de ses témoins, Khrouchtchev venait pêcher dans le Dniepr et s'arrêtait donc dans cette villa qui servait de lieu de villégiature à la nomenclatura du parti. Et donc, il était au courant. Mais effectivement, il se demandait si on ne pouvait pas faire la lumière sur Katyń en même temps que sur les autres crimes de Staline. Et c'est le chef du KGB qui l'en a non seulement dissuadé, mais lui a envoyé un rapport. Alors, c'était le 3 mars 59. Le 3 mars 59, la lettre d'Alexandre Chélepine, chef du KGB, où il dit carrément, j'ai d'ailleurs la copie, grâce à Yuri Zoria, j'ai la copie de cette lettre manuscrite, d'une écriture très ordonnée, où il dit, écoutez, c'est tout à fait hors de question parce que ça déconspirerait l'opération menée par nos organes. C'est le langage soviétique. Donc, il ne faut pas déconspirer l'opération de liquidation physique. Donc, il avoue dans cette lettre qu'elle a eu lieu. Et il ne faut pas déconspirer cette opération de nos organes du NKVD, KGB. Et la raison, l'une des raisons qu'il donne, parce que bien sûr la raison principale, c'est que c'est tout à fait, ce serait nocif pour le régime communiste de Moscou, mais également, et c'est là que ça nous touche directement, la France, l'Occident, il dit parce que en fait notre version est parfaitement acceptée par l'opinion publique occidentale. Et alors là, ça c'est humiliant, je dirais. C'est humiliant pour l'Occident, car Chélepine a raison. Chélepine a raison. Ce qui est terrible dans cette affaire de Katyń et dans cette affaire de génocide, de crimes contre l'humanité, contre plus de 1,7 million Polonais, c'est que ça a été couvert par un silence qui s'est transformé peu à peu en ignorance. Et je vois jusqu'aujourd'hui dans des articles où l'on dit que on a appris en 90. Pas du tout. On n'a pas appris en 90. On a accepté de bien vouloir considérer en 90 que puisque Moscou le dit, alors on peut le dire nous aussi. Alors vous montrez, je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, vous montrez au-delà de 56, notamment bien évidemment dans les années 80, le rôle de Solidarnosc, qui est très important dans le travail, plus qu'un travail de mémoire, mais plutôt un travail d'histoire. Il s'agissait de rétablir une vérité historique. On arrive peu à peu, Alexandra Viato, à la fin de cette émission. Ce qu'on est étonné de voir malgré tout, c'est qu'encore aujourd'hui, à travers les réticences, les hésitations de Poutine, eh bien, on ne peut pas encore accéder à la totalité des archives. Quelle serait pour vous la chose, enfin, l'issue idéale? C'est qu'il y ait sur ces crimes qui sont des crimes imprescriptibles, un jugement officiel, davantage, plus que la reconnaissance de Mikhail Gorbatchev en 1990? Écoutez, je crois que la solution optimale, et j'espère qu'il finira par arriver, et c'est qu'un président russe décide d'en finir et de dévoiler la vérité jusqu'au bout, d'en assumer. C'est une responsabilité qui devient de plus en plus lointaine. D'ailleurs, je me demande si tout simplement la Russie d'aujourd'hui n'attend pas l'extinction des victimes. Mais en tout cas, je pense que... Ce qu'a fait Gorbatchev n'est pas suffisant. Et non, Gorbatchev, d'ailleurs, on n'a pas parlé de Yeltsin. Et Gorbatchev n'a livré qu'une partie. Gorbatchev a dit « oui, c'est nous. Oui, c'est Moscou ». Il a livré un certain nombre de documents importants, intéressants. À l'époque, j'avais été chargée d'organiser un colloque donc pour tenir à jour l'état des lieux.
Mais c'est le président Yeltsin qui a donné aux Polonais, qui a remis à Lech Wałęsa pour parler correctement, qui a remis l'ordre de Staline, l'ordre écrit de Staline et du Politburo tout entier du 5 mars 40, donc d'exterminer ces gens. D'exterminer ces gens et de les exterminer de manière parfaitement illégale. L'examen, je cite, l'examen de ces cas doit être fait sans convoquer les personnes arrêtées, sans leur communiquer l'accusation, ni la décision de clore l'enquête, ni la condamnation finale, mais simplement de les amener sur place et de les tuer. Voilà. Et donc, Boris Yeltsin a fait cette chose qui est très importante et il est le seul président russe à s'être incliné sur la tombe de Katyń, donc, puisque l'endroit de Katyń a vu plusieurs monuments se succéder et finalement un monument avec la date de 1940, la culpabilité soviétique, etc. Et on voit, c'est le président Yeltsin qui en 1993 vient s'incliner et déposer un bouquet de roses rouges sur le tombeau sous la croix érigée à Katyń. Et enfin, en 92, il faut rappeler que le président Yeltsin et le président Lech Wałęsa ont signé ensemble une déclaration commune condamnant le régime totalitaire soviétique. Le président Yeltsin et Wałęsa ont condamné ensemble le régime totalitaire soviétique. Et on peut se poser la question, pourquoi, dans l'accompagnement des programmes d'histoire en France, jusqu'aujourd'hui, on peut lire à la page 28 et 34, je cite, « La notion de régime totalitaire est de celles qui font problème. Elle a été un instrument de guerre froide qui impliquait une identité de nature entre les régimes fascistes et le communisme stalinien, affirmation qui ne résiste pas à l'analyse historique. » Donc, nous sommes, en quelque sorte, et je le déplore, en retard sur l'Union soviétique et sur la Russie, qui, dès 1992, a condamné le régime totalitaire, bien totalitaire, soviétique, communiste soviétique. Donc vous attendez ultimement, au fond, une réhabilitation, j'allais dire même pédagogique. Absolument, surtout pédagogique. Surtout pédagogique, au-delà même de la question judiciaire qui, du fait des générations, va peu à peu s'éteindre? Écoutez, la question judiciaire, comme je vous l'ai dit, je compte finalement sur un président russe qui aura le courage de le faire. Et pour finir, permettez-moi de rendre hommage, parce qu'on n'a pas du tout parlé d'eux, aux Russes de Mémorial et aux Russes qui ont travaillé avec les Polonais pour chercher et dire la vérité. Et là, j'en citerai 3. D'abord, le fameux Yuri Zoria, que je vous citais. En réalité, les membres du Politburo, approuvant en cela la proposition de Beria, signée par Staline, autorisèrent un régime de terreur d'État contre 25 700 personnes seulement parce que ces dernières étaient polonaises et n'approuvaient pas le régime soviétique ni l'occupation de leur pays par les soviétiques. Et Natalia Lebedeva, qui est l'une des scientifiques, des historiennes russes qui a le plus travaillé sur la question, parle bien à propos de Katyń de crimes contre l'humanité, de destruction planifiée de la substance de l'État polonais, et Wiktor Zasławski, qui a écrit un livre intéressant sur le problème, l'intelligentsia polonaise était détestée comme un vivier de chefs de la résistance au régime nazi et soviétique, une haine profonde de Staline et d'Hitler qui menèrent une politique identique d'extermination. Voilà. Écoutez, Alexandra Viato, vous faites ce travail
pédagogique et nous vous en remercions. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, donc Katyn. Alors, j'ai la préédition, c'est Crimes de guerre contre l'armée polonaise, mais ce titre va changer. Oui, cela devient Katyn, la vérité sur un crime de guerre. La vérité donc sur un crime de guerre chez André Versailles, éditeur. Nous encourageons également nos auditeurs à voir ce film, même s'il est peu distribué en France. Et si les gens n'ont pas la possibilité de le voir, eh bien de se procurer le DVD quand celui-ci sortira. Il s'agit donc d'un film d'Andrzej Wajda, Katyn, un très très beau film, certes académique, on lui a beaucoup reproché, mais sur très le poignant. sujet, il ne pouvait pas faire de fantaisie. C'est un film, c'est un style qui correspond parfaitement au sujet. Merci beaucoup Alexandra Viato et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.